Bonsoir à toutes et à tous. C'est une nouvelle escalade dans la guerre en Ukraine. Après être entré en Russie et avoir conquis plus de 1000 km² dans la région de Koursk, Volodymyr Zelensky demande désormais aux Occidentaux l'autorisation de pouvoir utiliser des missiles longue portée de fabrication occidentale afin de pouvoir frapper à l'intérieur de la Russie. C'est la seule façon, dit-il, de stopper l'avancée des troupes russes en Ukraine. Ce serait donc là une nouvelle ligne rouge franchie dans l'aide occidentale. Question, assiste-t-on à l'extension de cette guerre sur le territoire russe avec l'utilisation d'armes occidentales? À quelle réaction faut-il s'attendre de Vladimir Poutine maintenant que la Russie est attaquée sur son propre territoire? Et comment réagit le peuple russe? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « L'Ukraine veut frapper la Russie avec nos missiles ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Bélanger. Vous êtes éditorialiste à France Info TV, spécialiste des questions internationales. Marie Gégaud, vous êtes journaliste au journal Le Monde. Vous avez été correspondante à Moscou. Je cite votre article publié la semaine dernière. Comment les Ukrainiens ont pu entrer si facilement en Russie et y tenir leur position. Julien Colling, vous êtes journaliste indépendant, correspondant en Russie depuis 2017. Vous revenez tout juste de Koursk en Russie, où vous avez été le premier journaliste français à vous rendre sur place. On peut lire d'ailleurs votre article publié dans le Figaro de la semaine dernière. À Koursk, l'entraide et le désarroi des Russes face à la percée de l'armée ukrainienne. Et enfin, Alain Pirot, vous êtes journaliste, réalisateur, spécialiste des questions de défense. Merci de participer à cette émission en direct. Alain Pirot, on va peut-être commencer avec vous. Quand on parle de missiles longue portée, de fabrication occidentale, ce que réclame Volodymyr Zelensky, de quoi parle-t-on exactement ? On parle de missiles de longue portée alors, dans ce cas-là, on parle beaucoup de missiles américains. Alors, on va voir, parce que la France a livré un missile de longue portée à l'Ukraine. Nous avons livré... Le Scalp. On va commencer avec ce petit côté chaud. On a livré des missiles. C'est un missile qui a une portée de 250 km. Oui, voire même un peu plus, avec une précision extrêmement forte. Donc c'est un aspect très important pour pouvoir frapper des lieux emblématiques et importants avec une grande précision. Donc notamment des aérodromes, il faut dire les choses, des aérodromes russes qui peuvent être amenés à accueillir des bombardiers stratégiques, qui lancent eux-mêmes des missiles de forte capacité sur l'Ukraine. Là, dans le cas de la négociation, on parle beaucoup, et on est dans le sillage de la livraison des F-16. C'est-à-dire que les F-16 amènent des nouvelles possibilités pour l'armée ukrainienne. C'est le transport de missiles de croisière américains, avec une portée de 300 km, et qui ont une capacité à résister, notamment, on ne le dit pas toujours, au brouillage GPS. C'est-à-dire que c'est des missiles qui sont munis d'une centrale inertielle. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, c'est une centrale de précision qui ne réagit pas au GPS. Il n'y a pas de satellite. Donc, c'est un missile qui peut évidemment faire partie des game changers, comme disent les états-majors, surtout s'ils sont amenés à frapper encore plus de manière importante au cœur de la Russie, surtout les aérodromes, parce que c'est l'objectif prioritaire en réalité des Ukrainiens pour empêcher les bombardements sur sa propre population, et en perspective de l'hiver qui s'annonce, où beaucoup d'installations liées au chauffage et à l'électricité ont été détruites en Ukraine. Il y a la peur générale du blackout qui s'annonce pour l'hiver prochain en Ukraine. Donc, la livraison des F-16, on l'avait dit, est un moment important pour l'armée ukrainienne. Elle offre des possibilités et il se trouve que le F-16 peut transporter un certain nombre de ces missiles de croisière. Marie Gégaud, Volodymyr Zelensky a expliqué, si on veut stopper l'armée russe, la seule façon, c'est que vous nous autorisiez, vous les Occidentaux, à utiliser vos missiles longue portée que vous nous avez livrés, à pouvoir frapper à l'intérieur de la Russie. Pourquoi dit-il cela ? Comme si le combat était inégal, il a l'air de dire, vis-à-vis de l'ennemi russe. Bien sûr, il a raison, Volodymyr Zelensky. Ça n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il le dit. Et il a absolument raison parce que dans les faits, on aide l'Ukraine, mais pas suffisamment pour qu'elle puisse porter des coups à la Russie. Or, l'Ukraine, en quelque sorte, se bat avec une main dans le dos. Donc elle peut se battre un peu pour survivre, mais pas pour justement bombarder en profondeur les installations logistiques, les stocks de munitions. Elle le fait avec des drones de sa propre fabrication. Mais nous occidentaux, on est quand même réticents. Bon, à la fois, il faut prendre en compte une chose. C'est-à-dire, ce genre de choses ne se dit pas
publiquement. Donc, quelle est la marge de manœuvre des Ukrainiens ? Par exemple, on constate aujourd'hui qu'un des 3 ponts qui a été détruit, je ne sais pas pour les 2 autres, mais ce qui est sûr, c'est que le premier qui a été détruit, je crois, le 16 août, c'était un HIMARS. Mais un HIMARS, c'est pas... c'est américain. C'est américain. C'est pas longue portée, Mais c'est plutôt de la courte portée. Voilà, c'est ça, c'est de la courte portée. Donc, apparemment, on ne leur a pas donné encore que sur la Crimée, oui. Non. Ouais. Sur la Crimée, vous avez l'utilisation... En fait, là où il y a un jeu joué par Volodymyr Zelensky, c'est que des missiles longue portée français ont été utilisés en Crimée pour frapper notamment l'état-major de la marine. L'explosion avait circulé sur tous les réseaux. Alors la Crimée, on va dire, c'est ukrainien. Il y avait une zone grise, si on peut dire les choses comme ça. Là, c'est l'idée de pouvoir frapper des aérodromes de manière très importante sur le sol russe. On parle, je me souviens que les Storm Shadow, ces fameux missiles de longue portée britanniques, c'est 500 km à l'intérieur. Alors moi je dirais un peu moins, mais ça c'est peut-être le fabricant qui vend les 500 km. Il vend 483 km. Mais oui, après vous avez le degré de précision qui compte en fonction de la portée que vous utilisez. Donc là, il faut imaginer que c'est une manière de dire aux Américains, allez. Donc Marie Gégaud, vous nous dites, les Ukrainiens, il faut qu'ils puissent aller frapper de là d'où partent les avions, de là d'où partent là où sont les centres de munitions qui frappent. Évidemment, sinon ils n'arriveront jamais. Et comment se fait-il que eux, les Russes, peuvent attaquer leur territoire en profondeur jusqu'à Lviv, c'est-à-dire Kiev et même Lviv, c'est-à-dire la frontière avec la Pologne. Donc les Ukrainiens, ils sont vraiment dans une situation terrible, même si on les aide beaucoup, bien sûr, économiquement et militairement. Mais ce point est fondamental. Il faut qu'ils puissent frapper dans la profondeur russe, sinon il ne va rien se passer. Julien Colling, les lignes de front sont à quoi ? 500, 600 km de Moscou ? Environ, oui, c'est ça. Donc on fait un peu de mathématiques théoriques. Ces missiles, ils sont à une portée de Moscou. Est-ce que vous qui revenez de Russie, est-ce que ça les inquiète de se dire des missiles de fabrication occidentale sont désormais susceptibles de nous frapper, nous, les Russes, qui nous pensions inviolables ? Il y a déjà une première étape qui a été faite avec cette incursion ukrainienne également. C'est un peu un rebattage des cartes. On peut dire que les Russes se sont rendus compte que leurs frontières n'étaient pas inviolables, qu'ils n'étaient pas non plus invincibles. Et effectivement, alors vous dites les Russes, est-ce qu'ils se sentiraient plus inquiets ? Vous savez que les Russes ne sont pas tous intéressés à l'actualité. Beaucoup sont plutôt déconnectés de tout ça. Et c'est pas sûr qu'ils aient réellement non plus la crainte ou même qu'ils soient au courant que ceci est discuté. Mais effectivement, je pense que c'est aussi la stratégie ukrainienne. C'est-à-dire que l'Ukraine a toujours dit qu'il s'agissait aussi d'amener la guerre en Russie. Alors via cette incursion territoriale, mais aussi s'ils peuvent frapper de plus en plus loin en Russie, eh bien, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que d'autres régions, d'autres habitants russes, d'autres membres de la société vont se sentir également impactés par cette guerre. Ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant, parce que pour l'instant, les Russes sont dans leur bulle. Plus on est loin des frontières, plus ça ne concerne pas, on s'y intéresse pas et ça ne regarde pas, et on ferme les yeux. Mais les populations des frontières, en fait, vivent la chose depuis plus de 2 ans, avec beaucoup de drones également qui les survolent, beaucoup de missiles qui tombent parfois près de chez eux. Et donc le but, si on veut aussi, en tout cas du point de vue ukrainien, déstabiliser, on va dire, le système russe, ou en tout cas déstabiliser le soutien pour Poutine, moi je pense qu'une des solutions également serait sans doute de pouvoir frapper plus en profondeur pour ensuite... Mais ça les inquiète, les Russes ? Encore une fois, ceux qui sont informés, je pense que oui, ils se disent que ça peut nous tomber dessus un jour ou l'autre, parce qu'on voit que ça s'élargit. Au début, c'était beaucoup la région de Belgorod, qui était souvent pénétrée, ou en tout cas frappée avec quelques hommes. Pour l'instant, au début, c'était quelques hommes, quelques diversions comme ça ukrainiennes. Mais là, c'est une vraie attaque territoriale, donc dans la région de Koursk, qui est une autre nouvelle région, on va dire, où les combats s'élargissent. Et si ça s'élargit à d'autres régions russes, ça pourrait effectivement inquiéter de plus en plus la population. Anthony Bélanger, nos missiles qui vont frapper des aérodromes russes sur le territoire russe, est-ce que tout doucement, Volodymyr Zelensky est en train de nous emmener vers cette fameuse confrontation directe dans laquelle nous ne voulions pas tomber ? Alors attendez. Utiliser des missiles à longue portée pour atteindre des objectifs militaires, ça, c'est une autorisation qu'on peut donner. C'est-à-dire que, encore une fois, je sais que les Occidentaux n'ont pas autorisé l'utilisation de ces missiles à longue portée pour toucher en territoire russe. L'étape suivante, c'est effectivement d'utiliser ces matériels pour pouvoir toucher des cibles militaires. Toucher le Kremlin à Moscou, c'est pas un but militaire. Donc l'idée n'est pas de toucher le Kremlin ou d'atteindre les banlieues de Moscou. La dernière fois que les Ukrainiens l'ont fait, c'était avec des drones, souvenez-vous, c'était
c'était l'année dernière, et ils ont touché précisément les banlieues cossues où se trouvait l'élite, l'intelligentsia et l'élite, enfin, surtout l'élite proche du Kremlin, et même précisément, ils visaient la datcha de Vladimir Poutine. Donc là encore, on est dans des cibles saisies. C'est pas du tout la même chose que de taper n'importe où, comme d'ailleurs font les Russes en Ukraine, et pas d'installation civile. Première chose. Et deuxième chose, si les Ukrainiens voulaient apporter cette démonstration qu'il y a des choses qu'on peut faire, y compris en brisant 1, 2, 3 lignes rouges à la fois, c'est-à-dire en l'occurrence en entrant en territoire russe, en prenant, on va dire, une 60aine de villages et en occupant 1000 km², ce qui, entre nous soit dit, n'est pas non plus 1000 km² du territoire russe, ils peuvent c'est 35 km. Voilà, qui peut le plus, nous, peut le moins, c'est-à-dire les Occidentaux, laisser aux Ukrainiens utiliser, encore une fois, leur armement, y compris leurs missiles de moyenne et longue portée, pour atteindre des objectifs militaires russes qui, objectivement, en plus, font du mal à l'Ukraine. Alors, combien de temps l'armée ukrainienne peut-elle tenir après son incursion en Russie? C'est la question que tous les experts militaires se posent 2 semaines après la spectaculaire percée des forces de Kiev. Un véritable coup de poker de Volodymyr Zelensky, car au même moment, la Russie continue de grignoter du terrain, village après village, dans l'est de l'Ukraine. C'est un sujet de Nicolas Bidard et Christophe Roquet. Ces images sont fournies par l'armée ukrainienne. Ces soldats, ces chars, en train de progresser en territoire russe. Une percée dans des villages visiblement abandonnés. 2 semaines après le début d'une incursion historique. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour tenter d'isoler encore plus la région de Koursk, Kiev cible des ponts stratégiques. Voie d'approvisionnement pour Moscou. Dégâts importants, confirmés par les autorités russes elles-mêmes. Dans la région de Koursk, le 3e pont de la rivière a été endommagé. Avant ça, à la suite d'actions criminelles des forces ukrainiennes, un pont sur la rivière avait été complètement détruit et un 2e endommagé. Lors du premier bombardement, 2 employés du front ont été tués et un autre a été blessé. Dans la région de Koursk, 121 000 évacués. L'armée de Moscou qui se replie. Et le désarroi des citoyens russes. Nous avons rapidement emballé tout ce que nous pouvions. Nous avons jeté des sacs dans le coffre, nous avons tout rassemblé et nous avons pris la route chaque fois que possible pour ne pas être bombardés. Notre vie entière est laissée derrière. Les amis qui sont partis aussi. Notre maison, oui. On dit qu'il y avait des pillages. Si vous n'êtes pas tué, si votre maison n'est pas touchée, vous ne savez pas toujours ce que vous allez retrouver. Tout ce que nous avions a été laissé sur place. Kiev revendique la prise de 92 localités, ici en bleu, soit 1250 km², en légère hausse par rapport à la semaine passée. Est-ce un tournant dans la guerre? Rien n'est moins sûr. Hier, Volodymyr Zelensky a réclamé à nouveau aux alliés occidentaux de pouvoir utiliser les missiles à longue portée, se justifiant aussi de ne pas les avoir prévenus de l'incursion. Il y a quelques mois, si l'on avait entendu parler de notre projet d'opération dans la région de Koursk, beaucoup de gens dans le monde auraient dit que c'était impossible, que cela dépasserait la ligne rouge la plus stricte de toutes celles que la Russie a tracées. C'est pourquoi personne n'était au courant de nos préparatifs. Avec son offensive, Kiev espère amener Moscou à la table des négociations et créer une zone tampon pour empêcher de nouvelles attaques russes. 2 objectifs qui semblent loin d'être atteints. Le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine exclut toute discussion avec l'Ukraine. À ce stade, compte tenu de cette aventure, nous ne discuterons pas. Par conséquent, la proposition de Kiev est-elle rejetée? Non, mais à ce stade, il serait totalement inapproprié d'entamer un quelconque processus de négociation. Tandis qu'à l'est de l'Ukraine, Moscou semble ne pas vouloir renoncer à la prise totale du Donbass et progresse avec des troupes mieux équipées et plus nombreuses.
Kiev contraint d'ordonner l'évacuation de la ville de Pokrovsk, important point logistique, à quelques kilomètres du front. La région de Donetsk, elle, continue de subir les bombardements russes. Ce côté est dangereux. Les frappes russes arrivent constamment ici. Ces soldats ukrainiens constatent chaque jour l'avancée continue des forces russes. La situation en ce moment est difficile, tendue. Mais nous sommes aux côtés de nos gars, nous tenons nos positions, notre zone. Des faiblesses sur le principal front de la guerre et une autre mauvaise nouvelle pour Kiev. Son premier soutien européen, l'Allemagne, réduira de moitié ses aides militaires dès l'année prochaine. Anthony Bélanger, question téléspectateur d'Éric dans le Pas-de-Calais. Y a-t-il réellement des lignes rouges dans ce conflit ? C'est vrai que on attaque la Russie, qui n'a jamais vu d'armée étrangère sur son sol depuis la Seconde Guerre mondiale, et on a l'impression que le Kremlin dit on va repousser les terroristes. Bon, alors objectivement, il ne s'agit pas d'une invasion, il s'agit d'une incursion. Donc bon, après, mais quand l'intégrité d'un pays est violée, c'est pas. Ça faisait partie de ce qu'on pouvait appeler de ce qui est de la doctrine de dissuasion russe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait notre territoire, on se réserve le droit de répondre avec une arme nucléaire. D'autant qu'on nous a expliqué que Vladimir Poutine possédait des armes nucléaires tactiques qui étaient de petites entre guillemets, petites bombes nucléaires qu'on peut utiliser sur le champ de bataille. Effectivement, donc il ne s'agirait pas d'envoyer une bombe nucléaire sur Paris ou sur Londres, il s'agirait d'utiliser sur le champ de bataille, non pas russe, mais ukrainien, des petites bombes qui sont quand même assez considérables. Sauf que le problème, c'est que c'est un tabou pour le reste du monde et pour nous qui en avons très peur, c'est aussi un tabou pour la plupart des alliés de la Russie, notamment la Chine, qui à mon avis lui a mis qui à chaque fois que la Russie menace ou vitupère ou agite la menace nucléaire, se fait remonter les bretelles par la Chine, qui est extrêmement conservatrice sur le sujet et qui sous-tend son alliance, y compris économique, avec la Russie, au fait de ne pas employer les armes nucléaires. Parce que pour les Chinois qui n'ont pas encore atteint la masse critique en armes nucléaires, ils n'ont pas du tout envie ni de provoquer les Américains, ni même de provoquer une guerre mondiale, et parce qu'en fait, ils ont toujours été extrêmement conservateurs sur le sujet. Donc il y a une volonté de la part de la Russie d'être à la fois menaçante, mais en même temps pas assez pour fâcher les Chinois. Et il semble pas que cette incursion... D'ailleurs, ce qui est fascinant avec cette incursion, c'est la non-réaction des Russes. Alors je sais bien que les Russes n'aiment rien, détestent réagir dans l'urgence. Vladimir Poutine avait menacé d'utiliser l'arme nucléaire tactique pour moins que ça. Là, c'est son territoire qui est attaqué. Oui, enfin, il a tellement parlé d'armes nucléaires que ça en devient presque risible à la fin. C'est-à-dire, je sais bien que ça ne l'est pas, que tout le monde a raison d'être un peu inquiet, mais il nous faut sans cesse répéter le fait que, à force d'avoir menacé ou en tout cas déplacé, en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déplacé 2-3 missiles et puis pas grand-chose, de manière à surtout ne pas donner cette indication aux Américains qu'il les déplaçait sérieusement. Il a agité, ou il en a parlé 2-3 fois en expliquant que la Russie était armée, y compris de missiles qui vont vite, et on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas tout à fait vrai, le but étant d'effrayer les Occidentaux. Julien Colling, vous revenez de la région de Koursk où l'armée ukrainienne s'est installée, a fait une percée de plus de 1000 km². Comment les habitants là-bas réagissent-ils ? Sont-ils en colère de voir que leur frontière était une frontière de papier ? Bien sûr. C'est l'essentiel des réactions que j'ai recueillies. Alors, certains se montrent encore très loyaux au régime et à l'armée russe, et on va dire critiquent surtout l'Ukraine pour avoir osé pénétrer en Russie, mais il y a quand même beaucoup de critiques, effectivement, sur l'armée russe, surtout. On sait que les Russes se porte contre l'armée russe. Marie Gégo, je pense aussi, saura de quoi je parle, mais disons que les Russes ont toujours du mal à accuser Poutine ou à rejeter la responsabilité sur le Kremlin. C'est toujours un peu le bon tsar et les mauvais boyards en dessous de lui. C'est souvent un peu les subalternes qui sont responsables, et donc là, les subalternes, c'est, on va dire, l'armée russe qui serait des incompétents, des mauvais, incapables également de protéger la frontière. Et ça, je l'ai beaucoup entendu. Les gens se sentent effectivement peu protégés. Ils ne s'attendaient pas du tout non plus à être attaqués en fait, de cette façon, de manière massive, avec plusieurs milliers d'hommes tout de suite côté ukrainien. Une frontière effectivement très très poreuse. Ça veut dire quoi, 120 000 déplacés russes ? C'est qu'en fait, il y avait tout un pan de population russe qui vivait dans ces régions où il y avait déjà des frappes, parfois des drones, beaucoup qui survolaient, et qui voulaient aussi à tout prix rester dans leur maison. Donc ça peut aussi se comprendre. Souvent, j'ai entendu, j'ai un jardin sur place, j'ai des animaux, pourquoi est-ce que je devrais partir ? Il y avait un peu une inconséquence aussi de la guerre, en fait. Les gens avaient l'impression qu'ils s'étaient beaucoup adaptés à la guerre, en fait, et encore une fois, sont extrêmement surpris de devoir quitter leur domicile, parce que là, c'est pour de vrai. Il y a une vraie incursion
incursion terrestre, on va dire, et surtout le commandement militaire russe n'avait pas du tout prévu visiblement, ou en tout cas pas pris au sérieux suffisamment la menace, parce que il y avait beaucoup de soldats visiblement depuis 2-3 semaines qui se massaient côté ukrainien. Échec du renseignement russe. À 100%. Et c'est ça le camouflet principal, c'est beaucoup le renseignement russe. Alors Gerasimov visiblement était au courant, parce qu'il aurait été mis au courant par un des généraux qui s'occupe de la frontière de Koursk, et n'aurait pas pris au sérieux cette menace, mais c'est un camouflet surtout pour l'armée russe. Et les Russes là l'ont bien compris tout de même et critiquent encore une fois le leadership militaire. Alors Marie Gégaud, Julien Colling nous dit la population en veut surtout à l'armée, plus qu'à Vladimir Poutine, qu'on n'ose pas critiquer. Question téléspectateur, Vladimir Poutine, c'est Alain, pourra-t-il éviter une mobilisation d'ampleur en Russie maintenant que le territoire est violé? La question se pose en effet, et on sent que c'est peut-être ça qui peut inquiéter les Russes plus qu'autre chose, plus que l'incursion de Koursk, puisque donc, c'est loin, 130 000, c'est pas non plus, c'est un peu une piqûre de moustique peut-être, mais quand même psychologiquement, et puis surtout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les Russes littéralement raclent leur fond de tiroir pour mettre des hommes sur ce front de Koursk. Ils veulent absolument épargner le Donbass, où ils sont en train, on l'a vu dans le reportage, de gagner des positions. Ils ont aujourd'hui pris la ville de New York. Oui, ça existe à Donetsk, il y a une petite localité qui s'appelle New York. Donc je vous annonce que New York, voilà. Et maintenant ils vont à New York n'est plus russe. New York n'est plus russe. N'est plus ukrainien. Et donc elle n'est plus ukrainien. Oui, c'est ça. Mais surtout, ils vont sur Pokrovsk, qui est une ville, un nœud logistique important, parce que c'est par Pokrovsk que passe l'approvisionnement, le renfort des troupes qui sont plus au sud, des troupes ukrainiennes qui sont plus au sud, notamment à Dnipro par exemple. Et s'ils perdent cette ville de Pokrovsk, ça va avoir des conséquences, peut-être beaucoup plus que, parce qu'on ne sait pas Koursk aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une petite piqûre? Je pense que quand même ça met du malaise chez les militaires, dans la direction, et bien sûr Poutine, même s'il ne le montre pas, il est ébranlé, parce que c'est surtout la charge symbolique. Et puis les Ukrainiens, on voit c'est des unités mobiles, ils sont très intelligents, ils agissent, ils peuvent agir, ils peuvent avoir une sorte de, ils peuvent innover, voilà. Alors que les Russes, vous savez, le Russe, c'est un peu comme le dinosaure, quoi. Vous lui marchez sur la queue, le temps que ça arrive à la cervelle, ça va mettre du temps. Donc là, ils ont mis des renforts dans cette région de Koursk, mais voilà, les Ukrainiens très habilement ont donc bombardé 3 ponts de façon à ce que sur le flanc droit, maintenant ils sont isolés dans le territoire qui n'est pas grand. On a raison, c'est pas, voilà, ça va pas changer le cours de la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Ukrainiens nous disent, pour que les Russes acceptent de s'asseoir à la table des négociations et qu'ils pensent à une solution équitable qui puisse arriver à ce niveau-là, il faut qu'ils subissent sur le terrain des défaites tactiques. Voilà. Poutine, c'est Poutine de fer. Vous pouvez pas il se dissout pas, vous pouvez le lever 90 degrés. Ses objectifs ne pensent pas. Il veut écraser les Ukrainiens. Alain Pirot, sauf que les Russes disent qu'ils ne veulent pas négocier. Est-ce qu'au fond, c'est je fais une incursion chez toi, tu continues de progresser dans le Donbass, ça nous annonce quoi? Ça nous annonce une guerre? Moi, j'ai trouvé presque logique l'annonce de dire on ne peut pas négocier. Vous venez d'avoir une incursion, si vous dites d'emblée vous allez négocier, vous montrez une situation de faiblesse terrible. Moi, je suis plus nuancé qu'Anthony sur la rupture que constitue cette incursion. Parce que plusieurs fois sur le plateau, nous avons dit, effectivement, et moi le premier, que c'était du jeu fait par Poutine d'animer la peur là-dessus. Mais on n'avait jamais imaginé l'incursion de soldats sur le sol russe. C'est une vraie rupture qui va poser un certain nombre de généraux dans tous les états-majors du monde à réfléchir à nouveau sur l'utilisation de l'arme nucléaire, qui montre bien la difficulté de l'utiliser. Le général Benteja n'est plus de ce monde, mais il avait réfléchi sur les différents paliers qu'on doit utiliser pour savoir ou pas si on doit dire à l'ennemi « Attention, on peut aller plus loin et utiliser l'arme nucléaire avec des armes de plus faible portée ou de... » Là, au fond, les Russes nous disent « Bon, cette région, elle n'est pas si stratégique que ça, et donc ça ne nous fait pas déraper. » On peut attaquer la Russie presque impunément. En tout cas, certaines régions sont moins importantes que d'autres. Laissez un Pirot. Et donc, certaines régions sont moins importantes que d'autres. Ça veut dire quoi dans la doctrine nucléaire? À partir de quel seuil, de quelle région,
vous pouvez utiliser l'arme nucléaire. Au fond, vous pouvez l'utiliser jamais, en fait. Quelle région est importante? Est-ce qu'il faut des nœuds industriels pour dire, ah ben là, vous êtes allé très fort? Même pas sûr. Est-ce que vous avez franchi une frontière? Je trouve qu'il y a une vraie rupture là-dedans et qui montre une faiblesse terrible parce que tous les discours que nous avons tenus sur Vladimir Poutine se sont vérifiés. C'est-à-dire qu'au fond, il nous aura fait peur pendant des mois et au fond, mais il est bien embêté de l'utiliser parce que, est-ce que ça vaut le coup vis-à-vis de l'histoire avec un grand H, d'utiliser l'arme ultime pour, au fond, 30 km de profondeur? 82 villages. Mais 82 villages et sûrement un peu plus parce que on voit mal l'armée ukrainienne. Elle a empêché la retraite des soldats russes, comme l'a dit Marie, avec la destruction de ces ponts. On voit mal les soldats ukrainiens attendre pendant des semaines de se dire, bon, est-ce qu'on va plus loin ou pas? Je pense qu'il y a un mouvement de contournement qui peut être intéressant vers Belgorod pour continuer à bousculer jusqu'à couper. Là, on va très loin. En fait, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'on va toujours trop loin. Et l'histoire, elle s'écrit de jour en jour, elle s'écrit à nouveau. Mais l'arme nucléaire, profond casse-tête pour les doctrinaires de cette utilisation. Julien Collin, est-ce que quand même, pour Vladimir Poutine, aux yeux de son peuple, ce devait être une opération spéciale qui était réglée en 15 jours, voilà que maintenant, son territoire est attaqué, qu'il y a 120 000 Russes qui, vous l'avez dit, sont en colère. Est-ce que quand même les Russes ne s'interrogent pas sur leur tout-puissant tsar ? Alors déjà, ceux qui ont été évacués ne sont pas tous en colère. C'est ça qui est assez frappant, mais qui peut être étonnant d'un point de vue occidental ou européen. Mais même les gens qui ont été déplacés continuent à soutenir également en grande partie Vladimir Poutine, parce que selon eux, encore une fois, le responsable, c'est l'Ukraine, c'est en fait Washington qui est derrière et qui aurait effectivement poussé l'Ukraine à attaquer le territoire russe. Et on entend beaucoup ça aussi. Il faut bien comprendre que l'espace informationnel russe est complètement différent du nôtre. Les gens là-bas n'ont pas forcément tout c'est loin d'être le cas d'ailleurs. Les vraies informations, en tout cas, sont dans une réalité un peu parallèle où effectivement ce n'est pas si grave Koursk finalement. Est-ce que tout le monde est au courant qu'il y a eu cette incursion? C'est même pas sûr non plus. Et puis comme le disait Marie, c'est vrai que plus on est loin encore une fois de la frontière, moins on s'intéresse à tout ça et on se dit c'est juste Koursk, c'est des gens qui sont c'est des pauvres gens qui sont près de la frontière, pas de chance, mais nous dans notre vie quotidienne ça nous impacte pas. Et donc on a vu dans les sondages récemment pour finir de manière extrêmement étonnante, mais le soutien à Poutine depuis quelques jours là a encore augmenté. Il y a un effet drapeau? Parce qu'il y a un effet drapeau, rallié around the flag, voilà, donc on se met autour du drapeau, et puis surtout, dans un temps pas d'invasion, mais d'incursion ennemie sur notre territoire, et le réflexe peut-être premier, c'est de dire, on se met autour de nos soldats, et on va surtout pas critiquer le régime maintenant, dans un temps comme ça, quoi. Et ça n'a pas eu l'effet escompté, en fait, peut-être, là-dessus. Anthony Bélanger. En fait, dans cette histoire de l'incursion ukrainienne, on est tous à peu près sur la même longueur d'onde. En fait, on hésite entre le coup de génie et l'inconséquence. L'inconséquence, parce que si le but était de déplacer des troupes russes du front du Donbass, ça ne s'est pas produit. L'inconséquence, parce que si le but était de pousser les Russes à la négociation, vous l'avez souligné, ça a eu l'effet contraire. Le coup de génie, parce que c'est vrai que ça a redonné de confiance dans son armée et du moral aux Ukrainiens. C'est déjà pas mal. Le coup de génie aussi, c'est parce qu'en fait, depuis le début, ce que réussissent les Ukrainiens, c'est pas les grandes, offensives frontales. On voit bien que là, ils se prennent des tonnes de bombes et que les Russes sont prêts à faire mourir 1000 hommes par jour pour pouvoir conquérir quelques mètres carrés ou quelques kilomètres carrés du territoire ukrainien. Non. Ce qui les rend particulièrement efficaces, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire l'innovation, la stratégie indirecte. Qu'est-ce que c'est que la stratégie indirecte? C'est frapper plutôt la mer Noire que le front du Donbass. C'est interdire la Crimée plutôt que le Donbass. C'est contourner, attaquer par la bande quand tout le monde les attend devant. Vous savez, quand le problème est insolvable, il faut changer le problème. Et c'est ce qu'ont fait les Ukrainiens. Ils ont changé le problème. Ils attaquent par les frontières, ils entrent dans le territoire russe. Et en fait, le problème n'est pas tellement l'incursion qu'ils font aujourd'hui. Il y a deux choses. Vous avez souligné peut-être qu'ils ont l'intention de contourner l'armée russe, et là, elle serait très embêtée. Si on devait entrer, d'ailleurs, ils ont essayé d'entrer, commencer à attaquer par Belgorod et d'entrer par Belgorod. Puis la deuxième chose, c'est insécuriser l'ensemble des frontières qu'ils ont avec la Russie. Parce que s'ils sont capables d'attaquer là, ils sont capables d'attaquer un peu plus loin, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Et donc d'obliger la Russie à malgré tout mieux sécuriser ses frontières. Elle ne l'était pas, la frontière. C'était des conscrits qui n'étaient pas là pour se battre. Des conscrits qui étaient là pour faire leur service militaire 1 an et qui étaient grosso modo, qui avaient des armes de bois et qui étaient certainement pas appelés à se battre. Qui se sont rendus très rapidement. Et des unités
unités du FSB qui ne sont même pas des soldats, en fait. C'est des gardes frontières, donc qui ne sont même pas des soldats réellement de l'armée russe. C'est-à-dire qu'il y avait des jeunes appelés du FSB, parce qu'on peut faire son... Le FSB, c'est le service secret intérieur. Voilà, l'ancien KGB. On peut faire son service militaire au FSB. Mais ce pas des gens formés. Et ils n'imaginaient pas se battre face à la guerre. ces piètres Ukrainiens. Non. Voilà. Non. Moi, je voulais en rajouter une couche sur l'inconsistance de la Russie. On voit hier à la télévision, à l'étonnement général, un propagandiste patenté, un journaliste aux Izvestia, le grand quotidien russe depuis 1919 ou avant peut-être, et Maxime Youssine, pour ne pas le nommer, qui nous dit finalement, cette incursion de la Koursk, là, le pays est immense, on s'en fiche. C'est pas faux. C'est pas faux. Et il dit, on peut donner la région, on peut même évacuer plus de gens de la frontière, parce que comme ça, on sera plus tranquille. Donc, c'est un pays sans frontières ou bien c'est une façon de minimiser la France. C'est un grand pays. Oui, ou alors les empires n'ont pas de frontières. C'est ce que disait Poutine. Il disait la Russie n'a pas de frontières. D'ailleurs, les Ukrainiens s'amusent un petit peu de cette maxime poutinesque un peu idiote. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils mettent beaucoup de temps à réagir. Peut-être qu'ils vont finir par les écrabouiller, parce qu'ils savent le faire. Les Russes ont détruit Grozny vraiment jusqu'à la cendre. Il restait plus rien. Mariupol, regardez le théâtre, les 300 personnes qui étaient dans le sous-sol, plus rien. Les maternités, les hôpitaux pour enfants, tout y passe. Donc je veux dire, Koursk, s'ils disent aux gens, ils les évacuent. Ils ont commencé à dire à Belgorod qu'ils allaient les évacuer aussi. Ils en ont d'ailleurs évacué déjà de Belgorod. Je pense que c'est parce qu'à la fin, ils veulent tout réduire en cendres. Alain Pirot, le peuple ne se rebelle pas, il n'est pas forcément au courant de tout, on lui raconte ce qu'on veut bien lui dire. Est-ce que dans l'entourage, il y a des généraux, les putschs, ça existe. On se souvient que Gorbatchev avait été l'objet d'un putsch. Est-ce que Vladimir Poutine est quand même un petit peu fragilisé par cette humiliation, et dans son entourage, certains commenceraient à tiquer en disant « Où nous amène notre chef ?» Alors, malheureusement, je n'ai pas les informations jusqu'au cœur de la chambre à coucher. Mais ça arrive en Russie. Oui, mais en réalité, les Ukrainiens n'y croient pas une seconde. Tous les responsables ukrainiens, même haut placés auprès du général Boudanov, donc les services de renseignement ukrainiens, ne misent pas un kopek, si je dois prendre cette expérience, sur l'idée d'une déstabilisation du pouvoir. Sur un Prigojine qui réussirait. Ça a été pour eux une surprise. Prigojine. Ils avaient joué un certain nombre de négociations sur des lieux précis avec les troupes de Wagner, mais de là à imaginer une déstabilisation comme on l'avait imaginé il y a près d'un an maintenant. Mais les Ukrainiens ne misent pas sur ces stratégies. Ils misent sur l'idée, d'un côté, de continuer vers la victoire, si possible, à condition que les équipements viennent, parce que la manœuvre que nous évoquons à Belgorod n'a de sens que si les munitions et les équipements continuent de venir. Et ils misent, malheureusement, certains nous le disent très clairement, sur les négociations, avec une monnaie d'échange. Absolument. Koursk, c'est aussi ça, une monnaie d'échange. Est-ce qu'elle a beaucoup de sensibilité pour Vladimir Poutine ? Pour l'instant, non. Mais je n'oublie pas, pour moi, quelqu'un qui a dit qu'il prendrait Kiev en 3 jours ne peut pas, à la fin de cette incursion à Koursk, dire « au fond, c'est pas grave ». C'est un énorme camouflet pour la puissance nucléaire que représente... Donc il va y avoir des représailles, il va y avoir une vengeance du Kremlin ? Oh bah ça... Le rouleau compresseur russe, quand il se met en marche, généralement, il y a peu de quoi l'arrêter. On le voit bien au Donbass en ce moment. Le problème, c'est justement ça. L'armée russe est très mauvaise, vous l'avez dit, pour réagir immédiatement. Mais par contre, quand elle se met en branle, on le voit bien dans le Donbass, elle est à la fois capable de... À coups d'hommes qu'on envoie au casse-pipe ? Oui, par exemple. Mais ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la Russie, c'est pas les Russes. On le sait depuis le début avec Vladimir Poutine. Ce qui compte, c'est la Russie, c'est pas les Russes. Là, en l'occurrence, il sacrifiera le nombre de Russes qu'il faut pour pouvoir récupérer, ou du moins écraser, y compris sous les bombes, ce bout de territoire qui aurait été conquis par l'Ukraine. Julien Collin. Alors, effectivement, il y a un élément extrêmement marquant pour montrer un peu le manque d'intérêt de Vladimir Poutine, en tout cas supposé pour Koursk, c'est qu'il ne s'est pas du tout rendu pour l'instant dans le territoire. Et là, les derniers jours, il s'est rendu à Bakou en Azerbaïdjan pour rencontrer donc Aliyev. Il s'est rendu à Beslan aujourd'hui, donc le lieu de l'attentat terroriste en 2004. Et donc il fait tout sauf parler de Koursk. Et la dernière réunion également sur ce sujet avec son conseil, c'était le 12 août, donc ça remonte quand même à 8 jours. Donc c'est un peu un sujet qui est passé à l'as en fait dans les médias, et on fait tout pour cacher encore une fois la population
la situation sur place et Poutine essaie d'en parler le moins possible. Mais par contre, les experts russes disent qu'en interne, il y a beaucoup de bruit qui circule, comme quoi effectivement la vengeance sera sans doute plutôt que de négocier peut-être ce qu'espérait l'Ukraine, la Russie n'est pas du tout, en tout cas Poutine n'est pas du tout dans l'optique de négocier face à ça, et plutôt de se venger encore plus fort contre l'Ukraine. Ça peut être effectivement sur le territoire même de Koursk, contre les soldats ukrainiens là-bas, ou contre les villes ukrainiennes. On peut s'attendre à des salves de missiles encore sur Kiev bientôt, sur Kharkov, voilà. Donc ça peut être... Oui, c'est ce qu'on a vu cette nuit où ils ont touché Kiev. À chaque fois que les Ukrainiens ont une avancée sur le terrain, réponse massive. À chaque fois, il y a une réponse massive. Eux envoient des missiles longue portée sur Kiev. Sur Kiev ou sur des grandes villes. Sur les grandes villes. Sur des infrastructures énergétiques, sur c'est terrible, quoi. On voit vraiment un pays s'effondrer, quoi, sous nos yeux, et on ne peut rien faire. Bien sûr, on les aide, mais encore une fois, on leur permet de ne pas perdre, mais surtout pas de gagner. Bien, l'Ukraine est-elle responsable du sabotage des gazoducs Nord Stream en septembre 2022 ? C'est ce qu'a affirmé il y a quelques jours le très renseigné Wall Street Journal. Des accusations qualifiées de non-sens absolu par les proches de Volodymyr Zelensky. Juliette Perrault et Michel Bouilly font le point sur cette enquête. C'est une enquête détaillée sur une affaire qui a fait l'objet de toutes les spéculations. Près de 2 ans après le sabotage des gazoducs Nord Stream, le Wall Street Journal, témoignage à l'appui, désigne un commanditaire, l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait initialement approuvé le plan. Mais après, quand la CIA en a eu vent et a demandé de l'en empêcher, il a ordonné de le stopper. Un ordre qui ne sera pas suivi d'effet. Le 26 septembre 2022, une fuite de gaz suivie de 3 autres fait bouillonner la mer Baltique. Toutes proviennent de Nord Stream, le système de gazoduc géant qui relie la Russie à l'Allemagne. Très vite, la piste du sabotage est confirmée. L'Ukraine accuse la Russie accuse les États-Unis. L'Allemagne ouvre une enquête et émet même un mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt du parquet fédéral allemand vise un moniteur de plongée ukrainien qui lui-même aurait été mandaté pour déposer des explosifs sur un bateau, le fameux Andromeda, basé à Rostock, en Allemagne, au bord de la mer Baltique, loué par une société polonaise, et avec la complicité d'autres plongeurs ukrainiens, ils auraient déposé les explosifs sur les pipelines. Le plongeur en question a disparu depuis, et pour une raison inexpliquée, la Pologne se montre très peu coopérante. Une hypothèse d'intervention sous-marine que confirme le Wall Street Journal. Le sabotage serait né d'un défi lancé autour d'un verre entre officiers et hommes d'affaires ukrainiens. Enivré par l'alcool et la ferveur patriotique, quelqu'un a suggéré une mesure radicale, détruire Nord Stream. Après tout, les 2 gazoducs qui transportaient le gaz naturel russe vers l'Europe fournissaient des milliards à la machine de guerre du Kremlin. Quelle meilleure façon de faire payer à Vladimir Poutine son agression ? 6 personnes auraient été impliquées dans l'opération, pour un coût total d'environ $300 000 financé par de l'argent privé. Au cœur de ce plan, un homme, Valery Zalouzny, à l'époque commandant en chef de l'armée ukrainienne, nommé depuis ambassadeur à Londres. C'est lui qui aurait décidé de poursuivre l'opération malgré les ordres contraires de Volodymyr Zelensky. On lui a dit que c'était comme une torpille. Une fois qu'on la tire sur l'ennemi, on ne peut plus la retirer. Les plongeurs expérimentés auraient opéré à 80 mètres de profondeur. Quelques heures plus tard, la mer Baltique entrait en ébullition. Puisqu'il s'avère qu'en effet, les Ukrainiens ont saboté une infrastructure critique appartenant à des pays de l'OTAN. L'OTAN qui est le principal soutien de l'Ukraine à force de milliards de dollars et d'aides militaires, ça met évidemment les Alliés dans une position intenable. L'Ukraine dément fermement avoir commis le sabotage. Un non-sens absolu selon les mots de Mikhailo Podolyak, conseiller de Volodymyr Zelensky. Un tel acte ne peut être réalisé qu'avec d'importantes ressources techniques et financières. Et qui possédait tout cela au moment de l'attentat ? Uniquement la Russie. Ces nouvelles révélations changeront-elles le regard des Occidentaux sur l'Ukraine ? La prudence semble pour l'instant de mise, au regard du silence des alliés de Kiev. Alors, question téléspectateur Marie Gégaud, c'est Alain dans le Val-de-Marne. Saura-t-on un jour ce qu'il s'est passé pour les gazoducs Nord Stream ? On rappelle donc que ces gazoducs devaient acheminer du gaz russe vers l'Allemagne,
grand consommateur pour son industrie de gaz russe. Voilà. Donc, et ils ont été sabotés en septembre 2022. Sabotés, c'est ça. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Le saura-t-on ? Bon, peut-être 50%, ça peut être les Ukrainiens, 50%, ça peut être les Russes. Là, aujourd'hui, nous avons un parquet, parce qu'on parle du Wall Street Journal, c'est très bien, qui nous met un peu de couleur là-dedans, à savoir que les conspirateurs étaient éméchés le jour où ils ont... Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce détail, je me demande. Bon, enfin bref, le problème n'est pas là. Mais eux, on nous parle du Wall Street Journal. Surtout, une enquête en Allemagne, hein, on l'a dit, donc il y a un mandat qui a été émis contre deux de ces plongeurs. Et l'affaire, c'est que la Pologne n'a pas été très... Parce que les Allemands aussi pointent du doigt l'Ukraine. Oui. Les Allemands c'est les Ukrainiens qui ont saboté ce gazoduc. Oui, c'est ça. Alors, les questions, il y a des experts qui expliquent que le coffrage du gazoduc, le gazoduc lui-même, sa solidité, ne peut pas, comme ça, exploser sous l'effet d'un explosif simple de plongeurs amateurs voilà. Donc ça, c'est pas possible. Il y a des gens qui expliquent que c'est pas possible. Par ailleurs, alors, évidemment, l'Ukraine avait, je dis 50%, pourquoi 50-50 ? Parce que l'Ukraine avait intérêt à ce que le gazoduc soit détruit. Puisque, comme on l'a dit dans le reportage, l'Ukraine, comme le dit le Wall Street Journal, ce quotidien américain, l'Ukraine avait intérêt parce que ce gaz acheté par l'Allemagne finance la guerre de Poutine. Imaginez-vous que la Russie, avant de lancer cette guerre, la Russie touche, vous savez combien, au moment où le pétrole, par exemple, est à $150 le baril, la Russie touche $1 milliard par jour. En vendant son gaz. En vendant son gaz et son pétrole. Surtout du pétrole, d'ailleurs. À nous, en plus. Voilà, bien sûr. Donc, les Ukrainiens avaient peut-être un intérêt, parce qu'en effet, ça nourrissait les caisses du Kremlin. Mais les Russes avaient un autre intérêt qu'on ne voit pas immédiatement. Mais figurez-vous que entre le Gazprom, donc le fournisseur, et ses clients, il y a un contrat. Gazprom est obligé de fournir ses clients. S'il ne les fournit pas, le client peut l'attaquer, lui dit « tu n'as pas respecté le contrat ». C'est ce qui s'est passé, puisque c'est la Russie qui a fermé la vanne du gaz. Et d'ailleurs, aucun gaz n'a beaucoup circulé dans ce gazoduc, puisqu'il était tout neuf. Donc la Russie, figurez-vous, elle a peur d'être attaquée devant un tribunal commercial. Les clients peuvent dire, vous nous devez, rupture de contrat, etc. Donc, la Russie, elle doit dire, il y a eu une force majeure. L'explosif, le gazoduc a explosé, donc on n'a pas pu fournir le gaz. Donc là, elle est blanchie. Alain Pirot, ce gazoduc Nord Stream, quand même, on se souvient que c'était le symbole, pas de l'amitié, mais de l'intérêt commun entre Angela Merkel et Vladimir Poutine. C'est Angela Merkel qui avait dit... Il n'y avait pas de l'amitié, moi. Ouais, pas de l'amitié, mais de l'intérêt... Une insouciance européenne. Angela Merkel disait, le Made in Germany repose sur le gaz russe. Faisons ce gazoduc, ce Nord Stream. Moi, sur l'amitié, oui, l'amitié de Gerhard Schröder, je dirais au-delà de l'amitié. Oui, parce que chez Gazprom, il y a Gerhard Schröder, l'ancien chancelier allemand. Toujours. Donc il faut aussi prendre ça en compte. L'amitié, ça a été effectivement un parti pris assumé d'Angela Merkel et d'autres dirigeants européens. Mais dans la tête des Ukrainiens, on a eu tous des conversations en Ukraine sur ce Nord Stream, sur les hypothèses. Moi, les Ukrainiens que j'ai pu rencontrer dans l'entourage du général Budanov ne m'ont jamais vraiment caché une part de responsabilité. Pour une raison. C'est qu'effectivement, dans l'idée, il n'y avait pas de gaz. Ou en tout cas, il n'était pas... Et qu'à cette époque, on l'oublie, les Allemands avaient beaucoup de mal à lâcher du matériel aux Ukrainiens parce que, justement, l'amitié, et puis jusqu'où on va, les lignes rouges. Beaucoup d'Ukrainiens disent que c'était le seul moyen de pousser un moment les Allemands à prendre conscience que ça ne pouvait pas continuer comme ça, à changer leurs approvisionnements, ce qu'ils ont dû faire, de fait, et à enfin comprendre la tonalité de cette guerre qui n'était pas une simple opération de quelques mois. On ne saura... Les Allemands, à l'époque, se disaient, bon, cette guerre, elle va vite se terminer, on finira par se... le disent encore. On va se rabobicher avec les Russes. C'est ce qui s'était passé en 2014. Voilà. Oui, et certains se le disent encore. On aura l'occasion peut-être de l'évoquer, mais la discussion budgétaire allemande qui vise à couper... Question téléspectateur, pourquoi l'Allemagne décide-t-elle de réduire de moitié son aide à l'Ukraine ? Parce qu'elle a du mal à assumer l'idée que cette guerre, au fond, pourrait aboutir, il faut le dire, à une victoire ukrainienne. Marie Gigot l'a très bien dit. On les aide à ne pas perdre.
on a du mal à les aider à gagner, parce que c'est pas le spectre de la défaite, je trouve, des fois, dans les chanceliers, c'est le spectre de la victoire. Ils ne savent pas comment faire, comment assumer cette idée de victoire si elle arrivait, comment la Russie va réagir, comment Vladimir Poutine va réagir. Je trouve que c'est ça qu'on entend, y compris dans les états-majors, où des fois on est un peu surpris. C'est la peur de l'effondrement russe aussi, la perspective d'un effondrement de la Russie, ça fait peur à tout le monde, quoi, parce que c'est un pays en effet nucléaire, donc qu'est-ce qui va se passer avec tout ça voilà, il y a même des gens qui vont vous expliquer que... Si Poutine chute, il y a une possibilité de chaos en Russie ? Je ne sais pas. Le chaos, c'est Poutine. Il l'a théorisé. Son grand théoricien Vladislav Surkov en a fait un article où il explique très bien que le but fondamental de la Russie, c'est de semer le chaos partout. Parce que finalement, la Russie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle crée du trou noir. C'est quoi les trous noirs ? C'est des territoires qui n'existent pas. L'Abkhazie, l'Ossétie, que les Russes ont piqué aux Géorgiens et qu'ils gouvernent. Et maintenant, ces pays n'existent pas. Juridiquement, ils n'existent pas. Donc on fait ce qu'on veut dessus. Et le Donbass, c'est pareil. C'est un trou noir. La Crimée, c'est un trou noir. On va rajouter la Transnistrie, tout ce qu'on appelait les conflits gelés dans le temps et qui sont aujourd'hui des trous noirs. Et que savent très bien gérer à leur profit, notamment les Soulovikis, c'est-à-dire les hommes de Poutine, les hommes du l'enjeu. Si on apprend que les Ukrainiens sont à l'origine, enfin ce qu'a dit le Wall Street Journal, qu'en fait ce sont eux qui ont saboté ce gazoduc qui a été construit par les Allemands, les Allemands qui les aident par ailleurs. Alors voilà, d'abord ça me permet de faire un petit mea culpa personnel, puisque moi j'avais été de ceux qui, sur cette antenne, ici, avaient dit Mordicus, c'est les Russes. Donc il faut toujours se méfier quand on est un prévisionniste, parce que nous ne sommes pas des prévisionnistes, nous sommes des journalistes, et qu'on a des éléments de réflexion, mais celui-là j'ai eu tort, en l'occurrence, parce que on n'a pas la réponse. Non, mais je crois ce que dit le Wall Street Journal, qui est toujours extrêmement bien informé, et qui depuis le début de la guerre en Ukraine en a fait quasi son cheval de bataille. Être bien informé, et que toutes les informations importantes passent par le Wall Street Journal. Et le parquet allemand aussi. Et oui, tout à fait. Et donc, au-delà de la contrition personnelle, je pense effectivement que maintenant, le faisceau de présomption, quand même, a montré du doigt l'Ukraine. Par ailleurs, ça explique peut-être justement une partie des réticences allemandes. C'est-à-dire qu'à mon avis, les Allemands doivent le savoir ou l'imaginer depuis un petit moment. Et une partie des raisons pour lesquelles ils se sont ils se sont toujours engagés avec difficulté. On a tenté de l'expliquer par le fait que l'idée de chars russes traversant les plaines d'Europe centrale pour aller jusqu'en Russie, c'était quand même... Le char allemand. Pour les Allemands, les fameux chars allemands, Léopard. Les chars allemands. Ou l'idée même que l'Allemagne est au fond... l'armée et l'utilisation de l'armée en Allemagne est un impensé. Au fond, on est toujours dans la paix éternelle kantienne chez les Allemands. Moi, je pense qu'il y a aussi une partie de méfiance vis-à-vis de l'Ukraine qui, quand même, a porté un coup fatal à un investissement de 10 milliards d'euros. C'est pas n'importe quel investissement, c'était l'investissement du siècle pour l'Allemagne. Par ailleurs, on l'oublie, mais il y a un élément qui pourrait aller dans le sens de c'est l'Ukraine qui l'a fait, c'est que tout simplement, cette infrastructure contournait l'Ukraine et la Pologne, aux grandes dames des Polonais et des Ukrainiens qui disaient, et des Américains d'ailleurs, qui disaient depuis des années, si vous continuez, vous allez vous mettre pieds et poings liés à la Russie. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. D'ailleurs, les Américains étaient contre ce gazoduc en disant l'Allemagne va être le vassal de la Russie. Ils n'avaient pas tort. Excusez-moi, mais de temps en temps, les Américains savent réfléchir. Et en plus, il ne s'agit pas d'une analyse de Donald Trump. C'est fait 3 administrations, depuis George Bush quasiment, que les Américains disent ce gazoduc est une très mauvaise idée. Si ça se trouve, Joe Biden était au courant que les Ukrainiens avaient l'intention c'est ce que dit l'article. De saboter le gazoduc. Les Ukrainiens ont prévenu les Américains qui leur ont dit non. Il faut reculer. Ouais. Il faut reculer. Les Néerlandais ont prévenu les Américains qui ont prévenu les Ukrainiens. Oui, voilà. Donc tout ce beau petit monde devait être au courant. Simplement, il faut peut-être comprendre à cette aune-là une partie des réticences de l'Allemagne à livrer des armements, sans contrepartie aux Ukrainiens. Alors, dans une Ukraine en guerre, peut-on encore se permettre d'aimer ? Une guerre qui dure depuis 2 ans et demi. Le conflit laisse-t-il encore la place à l'insouciance, voire à la séduction ? Mathieu Lignot et Stéphane Lopez sont allés à Kiev à la rencontre d'Ukrainiens qui chaque jour tentent de préserver la flamme de l'amour. Voyez leur reportage commenté par Constance Meyer. Au rythme des trains, dans la gare de Kiev, le ballet des amoureux, les baisers, les étreintes et la joie des retrouvailles pour ce soldat de retour du Donbass après 4 mois d'absence. Nous sommes très heureux. C'était même mon rêve. La guerre nous a beaucoup affectés. Il y a mon frère qui est né.
Papa est gentil, papa est gentil. Sur les quais, il y a ceux qui se retrouvent et ceux qui se quittent à contre-cœur. Le train pour la Pologne s'apprête à partir avec à son bord Tetiana. Elle a décidé de fuir la guerre et d'aller vivre en Pologne. Cela fait 2 ans, mais elle ne s'habitue toujours pas aux au revoir. Avant, nous aimions beaucoup la gare, parce que nous étions romantiques. Et maintenant, nous ne l'aimons plus. Nous ne voulons pas nous séparer, nous ne le voulons pas. Elle laisse derrière elle son mari. Comme tous les hommes, il a interdiction de quitter l'Ukraine. Après plus de 2 ans de guerre, l'amour est mis à rude épreuve. Mais la jeunesse ukrainienne ne perd pas espoir et se donne rendez-vous dans des festivals pour vivre des moments de légèreté. La première danse que nous proposons porte le nom de Grechaniki. Chers amis, il s'agit d'une danse à 3. Vous devez donc trouver 2 partenaires pour cette merveilleuse soirée. C'est comme un Tinder version accélérée. À vous de jouer. Une soirée comme suspendue, hors du temps. Un lieu d'insouciance et de rencontres, devenu plus rare à cause de la guerre. Moi, c'est simple, je n'étais pas en couple avant la guerre et je n'ai trouvé personne depuis. Le nombre d'hommes a diminué, ils se battent sur le front. Il est évidemment difficile de construire de nouvelles relations avec eux s'ils se battent, s'ils sont là-bas et que vous êtes ici. Mais c'est aussi plus profond. Les hommes ont changé. C'est difficile pour les hommes maintenant. Certains sont effrayés, certains ont peur d'être embarqués par des gens des bureaux de recrutement. Certains ont peur de quitter la maison, certains se cachent et quand ils se cachent, vous ne pouvez pas les rencontrer. Dima est lui aussi célibataire. À 29 ans, il n'a pas encore été envoyé sur le front. Mais la guerre a changé ses relations aux autres. Personnellement, j'ai commencé à prêter plus d'attention à certaines choses sentimentales qui se produisent dans la vie. Notamment l'amour et l'amitié. C'est comme si chaque émotion était vécue un peu plus fortement et un peu plus profondément qu'avant. J'ai commencé à apprécier davantage la vie parce que j'ai compris qu'avec ce qui nous arrive, elle peut se terminer plus tôt que je ne le pensais. S'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Andriy et Danilo sont en couple depuis 4 ans et demi. Ils n'ont pas pu entendre cette phrase, car le mariage homosexuel n'est pas légal en Ukraine. Pourtant, l'adage est particulièrement d'actualité pour eux. Tu sais qu'il y aura la Gay Pride ce dimanche? La Gay Pride, oui. Elle est en cours de préparation. Ils vont distribuer des convocations. La police et les gars du commissariat militaire du coin sont venus déjà à l'endroit où la Gay Pride se préparait. Andriy travaille à la télévision nationale. À 35 ans, il vient tout juste de recevoir sa convocation et peut rejoindre les rangs de l'armée à tout moment. Le problème qu'ont les militaires gays en couple sur le front, c'est que nous n'avons toujours pas de loi qui stipule le partenariat civil. Lorsque nous sommes ensemble, nous pouvons le prouver, mais lorsque l'un d'entre nous est emmené au front, l'autre ne peut prouver d'aucune manière, ni sur papier, ni par quoi que ce soit, qu'il a un partenaire, et donc qu'il a le droit de lui rendre visite à l'hôpital s'il est blessé, ou de lui léguer quelque chose, parce que ce n'est autorisé que pour la famille. Le gouvernement ukrainien réfléchit à légaliser les relations entre les personnes de même sexe. Mais en temps de guerre, impossible de modifier la Constitution. Aux yeux du couple, la guerre contre la Russie se joue aussi sur le terrain idéologique. Nous n'avons pas la même vision du monde avec les Russes. Nous sommes différents, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire. Et c'est l'un des points, l'un des dizaines, voire des centaines de points où nous montrons que nous regardons dans des directions différentes. Comme un signe de résistance pour montrer que la vie ne s'arrête pas, en Ukraine, le nombre de mariages a bondi de 21% lorsque la guerre a éclaté en 2022. Alain Pirot, on vient de voir dans le reportage que certains se battent et d'autres non. En Ukraine, ça crée des tensions au sein de la société. Ça crée des tensions parce que quand vous avez une mobilisation, vous avez toujours des gens qui veulent y échapper. Et avec des moyens qui sont parfois frauduleux, donc de la corruption. J'ai pu encore parler avec un ami ukrainien hier qui était fou de rage d'avoir entendu quelqu'un en Moldavie lui dire moi j'ai payé $10 000 pour pas faire... En Moldavie, certains quittent le pays quittent le pays et échappent comme ça à la conscription. Vous savez, dans les témoignages des soldats qu'on a dans le Donbass, on retrouve des choses qu'on peut lire dans les lettres des poilus. Je vous dis un exemple. J'ai des soldats ukrainiens qui me disent « Je suis allé en permission à Lviv, ou à Kiev, j'ai vu ces gens danser, chanter, boire, comme s'il n'y avait pas la guerre. Et ils étaient fous de rage. Fous de rage de se dire, mais en fait, je suis un invisible, en fait, je me bats pour ce pays. Donc,
Tout pays en guerre connaît ces tensions et on peut retrouver des points communs historiques, malheureusement, à toutes les guerres. Néanmoins, ça veut dire que les familles se déchirent parfois entre certains? Non, je n'irai pas jusqu'à là parce que je trouve, en tout cas dans toutes les familles que j'ai pu rencontrer, une énorme unité. Et vous avez certains soldats dans le Donbass qui, en 2 ans de guerre, ont eu 1 mois de break. Donc, quelle famille ne serait pas mise à rude épreuve avec une telle distance? Et Julien Colling, alors vous revenez de Russie, même question, mais alors côté, vous habitez en Russie, et là vous y étiez il y a 10 jours, même question, mais côté russe, est-ce que cette guerre amène des tensions, des disputes au sein même des familles? Alors j'oserais même dire que beaucoup plus qu'en Ukraine. Pourquoi ? Parce que il y a des familles, même beaucoup de familles, où les gens ne sont pas d'accord du tout sur la guerre. On a tendance à dire que présenter la Russie comme de manière absolument univoque pour la guerre et pour Poutine et pour l'invasion de l'Ukraine, en fait c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que pour les générations plus jeunes surtout, beaucoup de gens sont contre la guerre, contre cette invasion. Et donc alors que leurs parents, leurs grands-parents surtout, qui sont eux plutôt abreuvés de télévision d'État, de propagande, sont eux tous radicalement et ardemment pour la guerre et pour Poutine. Et donc ça crée des tensions au sein des familles, les gens se parlent plus. Il y a énormément de gens qui ont bien sûr fui la Russie également, des jeunes surtout, mais pas que. Après l'invasion et après la mobilisation également de septembre 2022, beaucoup d'hommes sont partis également du pays, qui étaient donc contre la guerre, en tout cas qui ne voulaient pas se battre. Et donc souvent, parfois leur mère ou leur grand-mère les rabroue. Comment tu peux quitter le pays? T'es pas un vrai patriote, t'es un traître. Et donc il y a beaucoup de familles qui sont déchirées en fait en Russie de par leur opinion pour ou contre la guerre. Aussi, on peut finir en disant que voilà, il y a aussi tout un pan de la population qui a aussi des proches en Ukraine. Il ne faut pas oublier que ces 2 pays qui étaient très très interconnectés, c'est un résidu de l'époque soviétique. Beaucoup de familles avaient des proches en Ukraine et en Russie. Et là aussi, il y a beaucoup de proches russes qui ne leur parlent plus parce qu'ils habitent à Kiev et que certains sont pour la guerre en Russie, d'autres sont contre, bien sûr, en Ukraine. Et c'est des cousins, des oncles, parfois, qui ne se parlent plus du tout et qui ne veulent plus du tout s'adresser la parole parce que pour une position différente. Voilà. Non, puis simplement ajouter que la guerre ne ressemble jamais à l'image d'Épinal qu'on peut en avoir. Jamais. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine tous que la nation en armes se porte aux frontières pour sauver la patrie, et ce pendant des années. Bah non, c'est pas tout à fait comme ça. Il y a des gens qui fuient. Il y a des gens, il y a des systèmes de corruption. Par exemple, il y en a arrêté il y a pas très longtemps un de ces responsables de la conscription ukrainienne qui avait acheté une maison à 4 millions de dollars, en 4 millions d'euros en Espagne. À coup de pot de vin. Payé par ceux qui ne veulent pas se battre. Il n'y a pas de raison. Il y a les raisons qui font que les Russes, une certaine partie des Russes, notamment les plus aisés, veulent quitter la Russie pour ne pas avoir, et les plus jeunes et ceux qui travaillent dans la tech, ceux qui sont absolument connectés avec le reste du monde, n'ont pas envie de voir leur pays, mis au banc des nations et eux-mêmes ne plus avoir de vacances ceux-là sont partis de Russie, bien les mêmes sont en partie d'Ukraine. Et puis je rappelle un truc fondamental, mais la guerre, c'est aussi des choses étonnantes. Par exemple, il faut bien que les soldats mangent. Donc on ne fait pas la guerre entre midi et 2. Et puis le soir, les soldats dorment. Donc il y a une partie assez régulièrement, on est confronté à ce genre de pause inattendue, mais tacite. Quelques heures par jour. Quelques heures par jour, pendant lesquelles, on reprend son souffle, on mange, y compris la tambouille qu'on vous sert. Pas bonne du côté russe, un peu meilleure côté ukrainien. Mais la guerre, c'est ça, c'est plein de contradictions. Question de Frédéric dans le Vaucluse, Marie Gégaud. Avec cette guerre d'agression, ces milliers de victimes, ces destructions, comment l'Ukraine peut-elle se remettre de ce traumatisme? Est-ce que ce grand pays, qu'est l'Ukraine, a beaucoup perdu depuis ce 22 février 2022? Bien sûr, ne serait-ce qu'en termes, par exemple, vous voyez, de population. C'est un pays avec 42-44 millions d'habitants. Aujourd'hui, à peine 32. Il y a 4 millions dans les régions occupées, il y a 4 millions dehors, il y en a peut-être plus. Il y en a beaucoup qui sont en Russie, qui n'ont pas été comptabilisés. Toutes les femmes et les enfants qui sont dehors, les morts, évidemment. Et ça, une plaie démographique comme ça se répare pas. Voilà. Donc, c'est dans un pays qui était déjà vieillissant. Oui, dans un pays qui déjà, parce que tous les pays post-soviétiques connaissent des problèmes de démographie, enfin ceux de côté qui sont côté occidental en tout cas. Et donc, oui, c'est un pays, c'est ce que veulent les Russes, faire de l'Ukraine un pays failli. Et c'est là où on se demande quel est le but de guerre de Poutine? Pourquoi fait-il tout ça? S'il doit récupérer au final des régions qui sont inexploitables, parce que ces régions du Donbass, là, on voit les champs complètement troués par les tirs d'obus et de missiles. Oui, c'est vraiment un très gros problème d'un pays qui risque, comme le dit Poutine et comme le veut Poutine, de ressortir de là très très diminué.
Alain Pirot, à partir de quand les Ukrainiens voudront sortir le drapeau blanc et dire maintenant, on arrête, on a nos filles, nos enfants, on a un garçon qui a survécu. Et je n'en rencontre aucun qui pourrait répondre à cette question. C'est-à-dire que tous les jours, ils sont à la fois dans la main l'idée qu'ils ne peuvent pas abandonner compte tenu des atrocités et des morts qu'ils enregistrent, des atrocités comme à Boutcha, Borodianka, qu'on a vécu nous aussi et qu'on a vu nous deux. Et vous sentez au fil des semaines une lassitude, mais d'une logique implacable. Bien sûr. Et donc c'est à quel moment vous vous dites ça vaut encore le coup. Moi, tous ceux que je vois sur la ligne de front néanmoins, et même dans les villes, il y a une résistance, une force d'âme qui est quand même extrêmement impressionnante. Après, une guerre, c'est long. Et on oublie toujours qu'elle ne date pas d'il y a 2 ans. Non, voilà. Elle date de 2014. Et qu'on pourrait même chercher dans certaines familles ceux qui se sont battus en 2004. Pour Yushchenko, Yanukovych. Enfin, vous avez certaines générations qui ont été pétries par ces combats. Hein. Anthony Bélanger, une guerre dont on ne voit pas la fin. Est-ce que de ce point de vue, la Russie a un atout, c'est que c'est un plus grand pays, plus résilient et moins... C'est une question que je pose, hein, et qui baisse la tête. Il l'a fait pendant 70 ans de communisme. Quand je disais tout à l'heure que ce qui intéresse le régime de Poutine, c'est pas les Russes, c'est la Russie, c'est un peu la même chose. Enfin, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a des ressources inépuisables, visiblement, à mettre sur le front pour le régime russe. Maintenant, la question est de savoir jusqu'à quel point est-ce que les Russes continueront de trouver ça acceptable. Je lisais un chiffre absolument terrifiant. Entre mai et juin, le ministère de la Défense le ministère de la Défense britannique a estimé à 70 000 le nombre de victimes russes sur le front. 70 000. Alors victimes, c'est pas des morts, hein. C'est des morts et des blessés et des gens qu'on retire du front parce qu'ils sont plus capables de combattre. Enfin, tout de même, 70 000 en 2 mois. Pour conquérir quelques kilomètres de territoire. Alors, on peut penser que nous, ça nous semble absolument insupportable. On peut penser que les Ukrainiens le trouvent insupportable. Visiblement, pour l'instant, ça n'a pas encore affecté profondément la Russie. J'allais ajouter une chose, pour réagir à ce que vous disiez tout à l'heure, qui est en lien, vous allez voir. Je pense que Vladimir Poutine a pour idée de rendre l'Ukraine ingérable. Enfin, je veux dire, d'en faire un État croupion, de la priver de son accès à la mer Noire en l'occurrence, de la priver de ces terres noires qui rapportent tellement et qui sont de la priver éventuellement, y compris de cette bande de territoire qui lui permet de faire un tampon entre la Russie et l'Ukraine, bref, de la rendre invivable. Et de ce point de vue, jusqu'à présent, on peut dire qu'il y est en partie parvenu, même au prix d'un nombre absolument ahurissant de morts russes. Julien Collin. Effectivement, 2 éléments pour... tout de même, je pense que les ressources russes se tarissent tout de même, en termes d'hommes. Parce qu'on voit que de plus en plus, ils sont obligés de proposer des salaires mirobolants aux gens pour s'engager sous contrat avec l'armée russe. C'est-à-dire, on parle de combien ? Désormais, ça a augmenté, j'ai vu, je suis passé par Kaliningrad tout récemment pour rentrer en France, et à Moscou également, on voit des publicités pour l'engagement dans l'armée russe, jusqu'à 500 000 roubles par mois. Donc 50 000 euros. 50 000 euros. À 5 000 euros par mois. 5 000 euros par mois. Ouais. Mais vous avez aussi une prime forfaitaire. Effectivement, donc c'est 10 fois le salaire. Poutine vient d'augmenter à 20 000 euros. 5 000 euros par mois, c'est un gros salaire, j'imagine. C'est 10 fois le salaire moyen en Russie. Donc ils sont de plus en plus obligés de proposer des sommes considérables pour attirer encore des hommes pour aller se battre. Donc c'est qu'en fait, effectivement, l'envie n'est pas non plus... La ferveur pour cette guerre n'est pas non plus énorme parmi les hommes russes, puisqu'ils ont beaucoup de mal à recruter, en fait. Et là, pour Koursk, ils sont obligés également d'envoyer des conscrits défendre la région de Koursk. Ce qui est quand même terrible aussi, ce qui pourrait aussi des problèmes sociaux. Des pauvres Russes qui font leur service militaire. Oui, des jeunes, et les mères sont déjà en train de se plaindre, les mamans de soldats, puisque leurs gamins de 18 ans sont envoyés au front et peut-être à l'abattoir défendre Koursk. Ça avait été une des grandes promesses de Poutine. Voilà, ça peut aussi être un problème social qui peut aussi émerger en Russie, d'ailleurs, pour le coup. Mais je voulais dire que voilà, il y a aussi les prisonniers que Prigojine a recrutés dans les prisons. Donc il y a peut-être plus beaucoup de ressources en fait d'hommes disponibles en Russie, pas tant que ça en fait. Donc peut-être qu'une mobilisation sera obligatoire bientôt. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. Tabou, mais absolument. je pense que quand même, si on imagine une réaction sociale en Russie, je pense qu'on se trompe absolument. Il ne se passera rien. Ce pays est fondé sur l'inertie, c'est-à-dire le facteur inertie est très important. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose aussi qu'on peut ajouter pour que les téléspectateurs comprennent bien, les Russes, quand ils perdent des hommes sur le terrain, souvent,
ils les sortent des prisons. Ils ont fait comme Wagner, sauf que maintenant c'est le ministère de la Défense qui a repris tout ça à son actif, et même le FSB, l'ancien KGB. Ils vont dans les prisons, les criminels, tout ça, ils leur font signer des contrats. Donc les Russes perdent, d'ailleurs il y a des tas de prisons qui ferment, les Russes perdent la lie. Les Ukrainiens, eux, ils envoient les têtes, ils envoient les jeunes, ils envoient leur... Alors, ils ont commencé là à recruter dans les prisons aussi. Mais jusqu'ici, les pertes ukrainiennes, c'était les forces vives de la nation. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. C'est terrible. Alain Pirot, question d'Hubert dans les Landes. Pourquoi l'Ukraine ne frapperait-elle pas Moscou comme les Russes bombardent Kiev ? Parce que militairement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Du point de vue militaire, du point de vue symbolique, ils l'ont fait avec des drones pour montrer justement qu'aucune ville russe n'était inviolable et surtout pas Moscou. Et ces missiles longue portée, ils sont occidentaux en plus. Il faudrait quand même avoir l'autorisation. Vous savez, dans les négociations qui sont faites avec les Américains, il y a aussi l'idée que les Américains valideraient les cibles choisies. Ouais. Donc ça oblige aussi à une certaine réflexion stratégique. Mais militairement, les Ukrainiens gagneront un énorme avantage à frapper les terrains d'aviation avec les bombardiers stratégiques, plutôt qu'à frapper Moscou, si ce n'est le Kremlin. Mais pourquoi ? Avec un effet, là pour le coup, peut-être sur la dissuasion nucléaire, parce que même si Moscou n'est plus sacré du point de vue de la dissuasion nucléaire, alors là, l'arme nucléaire doit disparaître dès le lendemain. Anthony Bélanger, justement, question de Ray dans le Gard. Quelle est la réaction des habitants des régions de Koursk et de Belgorod face aux avancées de l'armée ukrainienne ? Donc je vais plutôt la poser celle-là à Julien Collin. On l'a déjà évoqué, c'est vrai que c'est beaucoup des réactions d'incompréhension, à minima. Il y a aussi des critiques, je le disais, sur l'armée russe et sur, encore une fois, le renseignement militaire russe, surtout. Beaucoup moins sur le Kremlin, déjà. Est-ce qu'il y a de la surprise et de la colère ? Il y a les deux, voilà. Mais c'est avant tout de la surprise, quand même. C'est que même cette ville de Koursk est également qui est assez grande, et les régions frontalières, ils ne s'attendaient pas du tout à cette incursion, en fait. C'est ça qui est assez frappant. Et il y avait une phrase d'un habitant de Koursk qui m'a marqué, que j'ai retenu. Il disait, on imaginait pas que l'Ukraine oserait attaquer, qu'ils allaient oser. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte un peu de, pas de mépris, mais un peu un manque de prise au sérieux également de l'Ukraine, toujours, chez les Russes. Et jamais ils allaient oser nous attaquer, c'est pas possible. Et en fait, c'est arrivé, voilà. Et donc c'est une stupéfaction, c'est un peu une sidération sur place. Et donc, mais encore une fois, comme le disait aussi Marie, c'est pas de nature pour l'instant à déstabiliser le système, parce que les gens sont encore autour du drapeau et soutiennent coûte que coûte leur président. Voilà. Anthony Bélanger, question de Florence. La non-réponse nucléaire russe à l'incursion de Koursk prouve-t-elle que, dans le fond, le vrai maître des ogives russes est à Pékin ? Alors, moi j'ai tendance à dire que oui. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que l'alliance avec la Chine est absolument indispensable. C'est à la Chine et à l'Inde, d'ailleurs, que les Russes vendent leur pétrole et une partie de leur gaz. Même si leur gaz, c'est plus compliqué. C'est de Chine qu'ils récupèrent les semi-conducteurs nécessaires pour pouvoir construire plus de missiles. C'est au fond par la Chine, pas par la Chine qu'ils passent pour récupérer des armes nord-coréennes. Mais enfin, disons qu'il faut l'accord tacite de la Chine pour en obtenir. Donc, la Chine est absolument indispensable. On pourrait même dire que la Chine a colonisé économiquement la Russie. Il n'y a plus une voiture en ce moment qui s'achète, qui est neuve en Russie, qui ne soit russe. Donc, et puis on pourrait multiplier les exemples. Les Russes, vous savez, la Russie, l'économie russe, c'est du pétrole et du gaz. C'est une station-service, comme disait Kissinger. C'est grosso modo une station-service avec un... Pas que quand même, avec un caporal à la tête. Mais l'idée, donc, oui, en partie, mais ce que ça a surtout réussi à prouver, c'est l'éloignement, enfin plutôt l'inconséquence de cette doctrine militaire qui voulait que le moindre kilomètre carré de territoire russe envahi, eh bien, on passait à la réponse nucléaire. Marie Gégaud, est-ce que c'est pas une inversion assez humiliante de l'histoire que la Chine que la Russie soit l'obligée de la Chine au XXe siècle? C'était le contraire. C'était Khrouchtchev le patron et Mao le... À la fois, vous savez, si vous allez à la frontière russo-chinoise, vous voyez très bien tout ça. C'est-à-dire que vous voyez que côté russe, il n'y a personne. Déjà, démographiquement, il y a 7 millions de personnes du côté là, de l'Extrême-Orient. Et puis de l'autre côté, vous avez 100 millions de Chinois. Et vous voyez bien que ça pousse, les immeubles, vous les voyez, les lumières, etc. Vous allez à Blagoveschensk. Voilà, Blagoveschensk. De l'autre côté, vous avez je sais pas comment on dit. Et là, vous comprenez tout. C'est-à-dire que voilà, les Russes, économiquement, ils sont quand même pas tout à fait au point. Ouais. Et comme l'a dit Anthony, c'est une station-service. Voilà. Avec une caserne. Avec une caserne à côté. Avec une caserne à côté, oui. C'est vrai. Quelle a été la réaction de Vladimir Poutine à cette incursion en Russie ?
Il a été très, très confus. Moi, je sais pas, vous avez vu ces 2 minutes d'intervention télévisée où il lisait ses notes, où il savait très gros. Très surpris aussi. Très surpris. Donc, c'est fascinant avec Vladimir Poutine, c'est qu'on croit toujours qu'il répond. Mais en fait, il suffit de lire sur son visage quelquefois. Un grand. Compris ce qu'il quand il. Ce qui ne manquait pas de sel, c'est qu'il disait, mais c'est incroyable. On a osé attaquer des civils. Ils attaquent des civils, mais je ne vais pas négocier avec des gens qui attaquent les civils. Mais lui, c'est ce qu'il fait depuis 2 ans et demi. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette situation bien tragique à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Demain, nouveau C'est dans les rediffusions ce soir à 22h45. Bonne soirée sur France 5.